Bien le bonjour. Nous allons poursuivre cette exploration de la tradition comme nous l'avons commencé, étape par étape, jalon par jalon et vidéo par vidéo. Et nous allons maintenant aborder le terme de ce qu'on appelle les filiations. Et filiations peut-être même initiatiques, c'est-à-dire des sociétés humaines qui étaient dépositaires de cette tradition et qui l'ont transmise de génération en génération jusqu'à nos jours. Alors on ne peut pas parler de filiation qui se serait maintenue pendant tout le déroulé des siècles. L'institution druidique, pour autant qu'elle se soit formée en tant qu'institution, ce qui n'est vraiment pas le cas, je pense. Mais en tout cas, ces sacerdotes qui participaient au sacrifice lors des rituels et cérémonies ont été éradiqués, voilà, par le monde romain, pourchassés aussi par le monde chrétien. Et donc, après les édits d'interdiction puis de mise à mort du monde romain et la destruction en grande partie du sanctuaire de Mona, l'île d'Anglesey aujourd'hui, par une légion romaine où se tenait un centre a priori assez important, mais peut-être pas le plus important. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une volonté manifeste et permanente de faire disparaître cette tradition et surtout ceux et celles qui la servaient. Alors, qu'en est-il de cette filiation initiatique? Eh bien, cette tradition a pu continuer à être colportée et transmise par la parole, par la voix des bardes ou Philid en Irlande, qui ont pendant toute une période continué d'exercer leur art et donc de colporter les récits principaux et les plus importants de cette tradition, surtout dans les cours princières. Et on verra que par la suite, la légende arthurienne, qui puise abondamment dans le domaine celtique initial, dans la mythologie celtique même, aura et connaîtra un succès quasiment européen. Ça sera sans doute le best-seller des cours européennes pendant plusieurs siècles. Et cela continue aujourd'hui d'ailleurs de nourrir nombre de romans et d'écrivains et d'amateurs de science-fiction ou de bande dessinée ou de films. Donc cette filiation, elle est contestée sur le plan du druidisme en ce qui concerne les sacerdotes, et à juste titre, mais on sait qu'elle a pu se perpétuer à travers la parole bardique. Mais peut-être évidemment que pour certaines parts de cette tradition et pas pour la totalité. En tout cas, voilà, c'est attesté aussi, nous avons des écoles bardiques qui ont existé pendant la période qui s'est écoulée depuis. Et puis, on peut dire aussi qu'il devait avoir encore certaines sources disponibles, puisque on retrouve, comme on l'a dit dans une autre émission, des personnes comme des écrivains notoires comme Rabelais ou comme Shakespeare, qui ont encore accès à cette tradition et qui la relatent et l'incorporent dans leurs propres récits. Alors cette filiation-là, elle est humaine, puisqu'on disait que la tradition, elle se transmet de poitrine à poitrine. Donc il faut bien qu'il y ait des hommes et des femmes pour assurer cette transmission. Mais elle est sans doute particulièrement discrète, voire secrète, selon les pays, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose partout. La Bretagne aura une piqûre de rappel en termes de celticité, si on veut, quand poussés par les Angles et les Saxons, les Bretons de l'île de Bretagne
seront acculés jusqu'à la Cornouaille et seront obligés de repasser le Chanel pour arriver en Armorique et retrouver finalement des cousins et des cousines à la mode de Bretagne, puisque des deux côtés du Chanel, ce sont aussi des Celtes. Et donc, un certain nombre de substrats de la culture de la société celtique vont encore se retrouver pendant quelque temps présents en Armorique, avant que là aussi la christianisation n'intervienne. Hein. Mais par ailleurs, on a souvent dit à tort que les premiers monastères qui ont été construits en Irlande, au Pays de Galles, étaient en quelque sorte le fait de druides qui se seraient convertis au christianisme. Or, c'est une thèse qui a été longtemps tenue pour réelle et qui s'est avérée totalement fausse. Il n'y a pas de transmission du druidisme, de la druidité, au sein du monachisme celtique. Voilà, c'est une autre histoire, on l'avait abordée dans une première émission, mais on n'a pas à rechercher une filiation druidique dans les monastères chrétiens. Et ils auront leur propre histoire et on la comptera ou on la précisera une autre fois. Voilà. Donc, en dehors des bardes au filet, c'est le seul canal de transmission qu'on connaît possible, sans doute altéré, mais qui contient encore beaucoup de la matière celtique. Et puis, par la suite, on verra que quelques érudits, comme on a cité tout à l'heure, vont utiliser cette matière, notamment dans un récit qui s'appelle un récit d'Apulée, un texte assez ancien, mais qui reprend l'histoire des druides. En tout cas, bon, en dehors de quelques rares éléments comme ça qui permettent de suivre le déroulé de cette transmission, on va arriver progressivement jusqu'au XVe siècle à peu près, où un certain nombre d'érudits vont s'intéresser à cette matière qui figure encore dans les manuscrits des copistes du Moyen-Âge, et ils vont découvrir cette richesse-là et s'entretenir avec quelques autres érudits à ce sujet. Et puis tout ça, ça va suivre encore son cours. On va arriver au XVIIe, XVIIIe siècle où en Angleterre, un certain John Toland, avec des frères issus de loges maçonniques à Londres, vont eux aussi redécouvrir cet héritage et ce patrimoine et en fait le remettre à l'honneur en quelque sorte, et on pourra parler d'une résurgence de cette pensée druidique à partir de 1717, où un ordre sera créé, le Druid Order, et au sein duquel voilà, des érudits, des antiquaires comme on les appelle, des historiens, etc., vont compiler tout ce qu'il est possible encore de connaître, de découvrir de cette tradition. Et à partir de cette résurgence de 1717, quelques dizaines de siècles plus tard, ce sera un autre explorateur de la matière celtique, ce sera Henri Hurle, qui lui aussi va créer un ordre druidique et qui connaîtra aussi pas mal de suites et de répartition en d'autres territoires par la suite aussi. Et quelque temps après, dans ce XVIIIe siècle, ce sera Iolo Morgano, Edward Williams, qui va aussi à son tour créer un ordre donc de résurgence de cette druidité, plutôt, disons, axé sur le paganisme, et sur la spiritualité, la philosophie, la culture, etc. Alors que, en ce qui concerne le mouvement créé par Henri Hurle, ce sera quelque chose qui se tournera davantage vers l'humanisme. Et c'est d'ailleurs eux qui créeront la première société de secours mutuel très efficace et opérative, qui aura un succès considérable,
et qui donnera la mutualité d'aujourd'hui, puis l'économie sociale d'aujourd'hui. Donc merci à eux d'avoir initié voilà, ce mécanisme de solidarité. En ce qui concerne John Toland, ce sera un personnage qu'on qualifiera et on inventera pour lui le terme de libre penseur, parce qu'il remettra en question un certain nombre de dogmes, et ça lui vaudra d'ailleurs de sérieux ennuis. Donc ces trois courants, voilà, trois branches issues de cette résurgence au milieu du XVIIIe siècle. En ce qui concerne la particularité au Pays de Galles, c'est qu'on a conservé depuis fort longtemps un certain nombre de manifestations en rapport avec ce patrimoine, avec cet héritage. Et donc les cérémonies, les rituels vont être assez courants au cours de ces périodes-là. Et en 1899 exactement, des Gallois vont inviter des personnalités bretonnes, il y aura une personnalité française dans la délégation, à venir effectivement assister à leur gorsède, à leur assemblée. Alors cela se fera, et Lamartine devait aussi être parmi les heureux invités, mais il sera malade, il ne pourra pas se rendre là-bas, et il fera par contre un poème qui sera lu et qui continue d'être lu lors de ces rencontres entre Gallois et Bretons. Et ce sera aussi à leur retour de cette délégation de différents érudits bretons, ce sera la création de la première gorsette de Bretagne en l'an 1900 à Guingamp. Voilà, et ce sera aussi cette gorsette de Bretagne un support considérable pour défendre les intérêts de la Bretagne et surtout sa langue. Quelques 30 années plus tard viendront aussi se conjoindre à cette résurgence des mouvements qu'on qualifiera de gaulois, parce que non bretons, notamment en Île-de-France, avec le collège de Paul Bouchet, Bourg-Croade, mais aussi de Phileas le Besque, qui seront les principaux animateurs de cette résurgence druidique. Donc, tout ça, ça explique un petit peu comment, à partir d'un point source, ce point source, cette source mère, va créer des sources filles, en quelque sorte. Et ça va s'étendre sur les territoires. Il y aura de plus en plus de mouvements druidiques qui vont peu à peu occuper des territoires en France, puis surtout en Belgique, puis en Allemagne, etc. Et aujourd'hui, une grande partie des pays européens ont des groupements druidiques, peu importants pour certains, mais encore bien présents. Et puis on verra que par la suite, cela se répandra aussi au Québec, puis aux États-Unis, et puis même plus tard au Brésil, en Nouvelle-Zélande, etc. Donc on verra que partout où il y a des gens qui se reconnaissent celtes, soit parce qu'ils ont des origines galiciennes par exemple, ou tout simplement d'Irlande, d'Écosse, de Bretagne et Grande-Bretagne, mais tout cela va se propager et continue actuellement de se propager, quel que soit le continent et le pays, peut-être parce que ce contenu spirituel, philosophique, a une forte capacité d'adaptation à tous les climats, à toutes les sociétés, à toutes les cultures, de par aussi peut-être son universalité. Et en même temps, on sait très bien que la culture amérindienne est une culture sœur de la culture druidisante et que ce sont vraiment deux traditions qui s'épousent mutuellement. Donc comme quoi, on n'a pas besoin forcément d'être breton pour pouvoir cheminer dans le monde celtique. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une grande filiation. La principale n'étant pas humaine ni historique, c'est celle qu'on a dite et formulée déjà dans une émission précédente, c'est le souffle de la Wen, donc cette inspiration même de la tradition qui, souffle où il veut, quand il veut et de la façon qu'il veut,
quelle que soit l'époque, le temps et l'espace. Voilà.